Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce mardi d'Esti pour vous présenter la Turquie, la nouvelle destination qu'on vient d'ouvrir chez Worldia. C'est plutôt Enzo, le chef de production sur cette destination, qui va vous présenter. Et donc je disais oui, pardon, donc 3 pôles principaux touristiques, donc Istanbul comme je l'ai dit, Antalya qui est la station balnéaire la plus connue et qui est le deuxième pôle touristique le plus visité de Turquie. Je crois que c'est quasiment 15 millions de touristes à l'année. Et la Cappadoce que vous avez déjà dû voir sur Instagram pour ses montgolfières, mais aussi pour tous ces paysages assez lunaires avec notamment les cheminées de fées, les maisons troglodytes et les vallées rouges au coucher du soleil. Au-delà de ça, la Turquie, c'est du fait de son emplacement, en fait, a été convoité, parce que l'emplacement stratégique entre l'Europe et l'Asie, donc, a été très convoité par à peu près tous les peuples dans le passé. Donc, c'est vrai que c'est une culture qui est assez variée avec beaucoup d'influences. Donné naissance, en fait, à beaucoup de sites archéologiques, dont certains sont encore en très bon état et peuvent être visités très facilement. Donc, des temples, des aqueducs, des cathédrales. Je disais que la Turquie se prêtait très bien en fait pour des autotours en termes de sécurité ou en termes de qualité d'infrastructure routière. Donc pour les gens qui veulent découvrir le pays en liberté, c'est très simple de louer une voiture et de quadriller un peu la destination. C'est assez simple de se déplacer en bus aussi. Il y a pas mal de compagnies qui sont assez haut de gamme et assez bon marché pour visiter la Desti. À l'inverse, le réseau ferroviaire en termes de transport est quasiment inexistant. Donc c'est vrai qu'on va pas forcément recommander de prendre le train. Mais sinon, en fait, le pôle que représente Istanbul connecte à peu près tous les aéroports secondaires de Turquie, que ce soit pour le balnéaire ou dans les terres. Donc c'est vrai que les vols domestiques sont assez fréquents et surtout en haute saison, vous pouvez même connecter en fait la Cappadoce par exemple au balnéaire, donc ce qui permet en fait de découvrir tout le pays via des vols domestiques aussi. Donc la Turquie, pour qui? Bon, comme je l'ai dit, on a une destination qui est assez riche, que ce soit sur le balnéaire, le culturel ou les activités en plein air. Donc c'est vrai qu'on va s'adresser à une cible qui est quand même très large. Donc que ce soit des couples, des familles, des groupes d'amis. Ça correspond très bien forcément aux amateurs d'histoire et aux amateurs de nature et de grands espaces. Et il y a une thématique qui est intéressante en Turquie, c'est tout ce qui est autour des sensations fortes. Je sais que au-delà des montgolfières en Cappadoce, c'est vrai que le quad est très répandu. On va avoir des spots de parapente très connus, on va avoir des spots de rafting très connus, notamment autour des stations balnéaires. Donc c'est vrai que ça fait une thématique sensation forte qui est assez intéressante pour ceux qui veulent la découvrir. On va recommander d'aller en Turquie plutôt sur les intersaisons, donc sur le printemps ou l'automne, donc mars, avril, mai ou septembre, octobre, pour la simple et bonne raison que les températures sont un peu moins élevées que durant l'été, même s'il fait très beau, et la fréquentation surtout baisse. Il y a que la côte de la mer Noire, on va dire, qui a évité durant cette période parce que c'est très pluvieux. Moi, par exemple, j'y suis allé en Éduc Tour en octobre et effectivement, on a eu de la pluie quasiment 100% du temps. Donc, c'est pas forcément très optimal. L'été, forcément, on est sur une surfréquentation balnéaire parce que la Turquie a quand même une très forte orientation balnéaire sur le tourisme de masse, malgré tout, et avec des températures très élevées. Mais l'été, c'est très sympa pour justement randonner en bord de mer Noire ou en Cappadoce, notamment. Et puis l'hiver, on se dit souvent que c'est pas le bon moment pour y aller. Il fait surtout froid au nord, mais Istanbul reste agréable à visiter. Et les bords de mer, même si c'est assez humide et un peu pluvieux, les visites culturelles qu'il y a autour des stations balnéaires restent très sympas à faire pendant l'hiver. Donc, comment on a découpé, si on rentre un peu dans le vif du sujet, comment on a découpé la Turquie chez Worldia Donc, on l'a découpé en 6 régions. On a découpé en Istanbul et sa région. C'était plus parlant que de l'appeler la région de Marmara, et c'est surtout parce que la plupart de nos activités vont se concentrer sur Istanbul. On aura aussi Bursa qui est un peu plus au sud et Çanakkale qui est la ville où on trouve l'ancienne cité de Troie. Mais sinon voilà, cette région-là sera quand même principalement autour de la thématique Istanbul. On va avoir bien sûr selon les différentes mers, donc la côte égéenne, la côte méditerranéenne, la mer Noire et sa région. Ensuite, on a créé, en fait, la Cappadoce est tellement demandée qu'on s'est dit qu'une seule région pour la Cappadoce, ce serait suffisant et que, en fait, le reste de l'Anatolie centrale dans laquelle se trouve la Cappadoce serait une région aussi. Je vous montre très rapidement la map pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de ce que ça donne en termes de découpage géographique. Donc voilà, ce sera à peu près le découpage de villes que nous aurons. On a essayé de faire le découpage le plus précis possible en termes de stations balnéaires notamment, pour maximiser aussi les disponibilités en plein été. Donc ce que vous voyez en vert, c'est la côte méditerranéenne. Ce que vous voyez en violet, c'est la côte égéenne.
La région d'Istanbul, donc vous voyez Istanbul, Bursa et Çanakkale ici. La mer Noire, le découpage sera un peu plus, on va dire, primaire parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver des agences réceptives qui ont une belle couverture sur cette région-là. Donc c'est vrai qu'on va se cantonner à des villages assez atypiques, un peu moyenâgeux, une station balnéaire qui sera Amasra et une plus grosse ville avec un aéroport, Trabzon. L'Anatolie centrale, on va se réduire à Ankara, la capitale. Konya, qui est une ville historique également, et qui est surtout un très bon point en fait pour les gens qui font un autotour pour partir de Cappadoce et faire une pause au milieu pour aller à Antalya, parce que sinon on a 7 à 8 heures de route, ça peut paraître beaucoup sur une journée. Donc c'est vrai que Konya est un stop qui peut être assez sympa entre les deux. Et ce que vous voyez en jaune, si je zoome un tout petit peu, voilà, c'est la Cappadoce avec les différentes villes de Cappadoce. Voilà. Je repasse sur la présentation. Et donc, je vais commencer par présenter Istanbul. Au-delà d'être un carrefour des civilisations, c'est celui qui est à cheval sur deux continents. Je veux dire, dans les villes principales de destination. On a une rive européenne, qui est la rive ouest, donc qui est sur le continent européen, et une rive asiatique, donc la rive est, qui est sur le continent asiatique, comme j'ai dit. La ville, en fait, est coupée en deux par le détroit de Bosphore, qui relie la mer intérieure de Marmara au sud et la mer Noire au nord. Istanbul, grande ville turque, donc il y a un peu plus de 15 millions d'habitants, et c'est surtout la ville qui est la plus visitée dans tout le pays. Istanbul, l'intérêt, c'est effectivement qu'on change d'atmosphère selon le quartier dans lequel on se trouve, et on a l'impression de carrément changer de ville ou d'époque. Ce que je disais également, c'est qu'on visite Istanbul généralement sur plusieurs séjours. C'est très compliqué de voir tout en un séjour. Et c'est pour ça que cette ville, en fait, est vraiment appréciée par... j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'Istanbul, il n'avait pas apprécié la ville. Donc, si j'explique rapidement au niveau d'Istanbul, généralement, sur les premiers séjours, on va se concentrer sur la rive ouest, donc la rive européenne, où on retrouve les attractions principales. Pardon. Je vous en ai mentionné quelques-unes, dont la basilique Sainte-Sophie. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, sinon ça va être très long, mais je vais en expliquer quand même quelques-unes. Donc la basilique Sainte-Sophie, elle se trouve dans le quartier de Sultanahmet. Donc c'est on va dire, c'est le sud de la rive européenne, qui est en bord de Bosphore. Donc en fait, c'est une ancienne basilique qu'on retrouve souvent sous le nom d'Hagia Sophia, qui date du VIe siècle, qui a été transformée en fait en mosquée sous les régimes ottomans notamment, mais qui avait été en fait rapidement fermée à la religion. Quand Atatürk, en fait, en début des années 1900, a créé la République de Turquie, il voulait en faire un musée parce qu'il trouvait que c'était vraiment à l'image d'Istanbul et que ça participait au rayonnement de la ville. Donc, il l'a fermé à la pratique religieuse. Ça a été réouvert depuis par Erdogan, en fait, en 2020. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus la visiter pendant les heures de prière. Et c'est un site que, généralement, on prend une bonne heure pour le visiter, mais qui est fermé le lundi. Ce qui a fait aussi sa renommée, c'est que le temple d'Artémis, qui était une des 7 merveilles du monde antique, lorsqu'il a été détruit, certains de ses piliers en fait ont été ramenés d'Éphèse à Istanbul pour construire justement cette basilique. Et c'était d'ailleurs la plus grande basilique du monde pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que la cathédrale de Séville, si je dis pas de bêtises, soit construite. En face donc de cette basilique, on va trouver la mosquée bleue, qui est la plus grosse mosquée d'Istanbul et qui est connue pour deux choses. Pour sa couleur, forcément, la couleur bleue, qui provient en fait de carreaux de céramique d'une petite ville au sud d'Istanbul, donc qui la rend assez atypique. Et c'est surtout parce qu'elle avait fait beaucoup parler à sa construction avec ses 6 minarets. 6 minarets, c'était normalement uniquement réservé à la mosquée de la Mecque, qui est la mosquée sainte, si je puis dire. Donc ça avait fait beaucoup parler. Depuis, forcément, le souci a été résolu parce que la Mecque a un septième minaret, donc il n'y a plus de souci par rapport à ça. À quelques pas en fait de ces deux monuments, il y a le palais Topkapı. Je le prononce comme ça parce que j'ai mis un i avec un point, mais en fait en turc ça s'écrit sans point sur le i et le i sans point se prononce e. Donc c'est pour ça qu'on dit Topkapı et vous allez le retrouver dans plusieurs noms de villes notamment. Le palais Topkapı, c'était le lieu de résidence des sultans. Donc c'est un immense palais sur plusieurs hectares qu'on peut visiter pour s'imprégner en fait du mode de vie des sultans ottomans de l'époque. Donc c'est resté le lieu de résidence des sultans. Il y en a eu un peu plus d'une vingtaine qui se sont succédés dans ce palais-là. Là, on va compter plusieurs heures, quasiment une demi-journée de visite. Ensuite, si on remonte un petit peu plus au nord, donc on a le quartier de Sultanahmet, comme je l'ai dit, au sud de la rive européenne. C'est coupé par un affluent en fait du Bosphore qu'on appelle la Corne d'Or, qui rentre vraiment dans les terres
côté ouest, et qui va couper en fait la vieille ville Sultanahmet de Karaköy et Beşiktaş, qui sont les quartiers un peu plus modernes en bord de Bosphore au nord. Et donc, les deux quartiers sont reliés par le pont de Galata. Donc, si on va un peu plus au nord, qu'on se rapproche de Galata, du coup, avant de traverser la Corne d'Or, on va trouver le Grand Bazar et le Bazar égyptien. Donc, le Grand Bazar, c'est en fait le marché couvert le plus vaste au monde. Il fait un peu quasiment 30 000 mètres carrés. Donc, c'est vraiment une petite ville au cœur de la ville. Et donc, c'est assez atypique parce qu'on va retrouver tous les produits de l'artisanat turc, bien sûr, énormément de monde. Donc, c'est voilà, des odeurs, du bruit. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa à faire. Et le bazar égyptien, c'est une version plus réduite, donc qui est très centrée sur tout ce qui est alimentaire, épices, sucreries. Donc, ça peut être sympa pour ramener en fait quelques souvenirs. Bien sûr, qui dit Istanbul dit le Bosphore. Donc, il y a beaucoup de croisières, d'ailleurs, que je vais vous l'expliquer juste après, où on aura en fait pas mal de types de croisières, que ce soit au coucher du soleil, que ce soit des dîners croisières avec ou sans spectacle, ou que ce soit des croisières qui remontent en fait de la mer de Marmara à la mer Noire. Voilà, on a essayé de diversifier un petit peu là-dessus. Et comme j'ai dit, surtout Istanbul, c'est ces différents quartiers. Donc, comme j'ai dit, Sultanahmet, c'est la vieille ville. On va retrouver la plupart des attractions. Donc, c'est vrai que pour un premier séjour, le résider à Sultanahmet, c'est assez sympa. Il y a des très beaux hôtels, assez luxueux. Les seuls points négatifs pour une clientèle un peu européenne basique, c'est que effectivement, c'est le quartier aussi musulman. Donc, on retrouve beaucoup moins d'alcool dans les bars. Dans certains hôtels, on n'en trouve pas du tout aussi. Donc, c'est vrai que pour ceux qui veulent avoir une vie nocturne aussi animée, c'est pas forcément le quartier le plus recommandé. On va tendance à aller un peu plus au nord. On a les quartiers de Fener et de Balat qui sont un peu plus dans les terres à l'ouest, le long de la Corne d'Or, qui sont des quartiers, les anciens quartiers grecs et juifs de la ville. Donc c'est très coloré. Vous allez le voir beaucoup sur Instagram, mais aussi il faut surveiller ça parce qu'en fait on peut avoir des attentes selon la qualité des rendus photos et on peut avoir un certain sentiment de déception en arrivant sur place. Mais voilà, c'est des quartiers qui sont très colorés, des petites ruelles de pavés. On change complètement d'atmosphère. Et si on traverse en fait le pont de Galata, on arrive à Karaköy et Beşiktaş. Donc là, on a une vie mode où, certes, il y a des sites, il y a le palais de Dolmabahçe, il y a certains sites historiques à voir, mais on est dans des quartiers plus modernes, avec une vie nocturne beaucoup plus animée, donc qui va peut-être correspondre plus au style européen. Et pour la rive asiatique, je ne le présente pas pour l'instant, mais voilà, on va le conseiller plutôt pour un deuxième ou troisième voyage, parce qu'il y a tellement à faire en fait sur la rive européenne que je pense que dans un premier séjour, on peut se cantonner à cette rive-là d'Istanbul. En termes d'activité, donc comme j'ai dit, on a essayé de vraiment avoir un portefeuille d'activités très riche sur Istanbul. Comme je pense que ça va représenter, au même titre que Marrakech représente quand même la majorité de nos réservations sur le Maroc. Je pense que c'est important vraiment de combler cette partie-là et d'avoir une offre qui est assez riche. Donc c'est vrai qu'on va avoir plusieurs visites guidées selon différents itinéraires, parce que bien sûr, cette liste-là n'est pas exhaustive. Donc le Istanbul culturel, ça va être une visite principalement du quartier de Sultanahmet, des sites principaux. On va avoir des visites de tout ce qui est la culture ottomane, on va avoir des visites sur la culture byzantine, on va avoir une visite de la rive asiatique, bien entendu, parce qu'il faut le proposer, à la demi-journée ou à la journée. Donc voilà, je vous explique pas tous les monuments une fois de plus, mais voilà, on a une couverture qui va être plutôt sympa. Du collectif, donc des activités partagées pour les gens qui veulent aller chercher un peu plus de prix et du privatif, où là, vous pouvez vraiment réserver à partir de une Pax avec son guide, son chauffeur, pour les gens qui veulent vraiment faire ça dans un cadre plus intimiste. On va avoir des visites gastronomiques, bien sûr. On va avoir des croisières, comme je vous l'ai dit. Et surtout, on va essayer aussi d'offrir la possibilité de sortir d'Istanbul tout en séjournant à Istanbul. Donc, c'est-à-dire une journée d'activité à Troyes, donc visite de l'ancienne cité de Troyes. Bursa aussi, qui est au sud de la mer de Marmara. Et en fait, c'est à Bursa qu'on a trouvé les premières traces d'architecture ottomane en Turquie. Donc, c'est vrai que c'est une ville qui est assez chargée d'histoire aussi. Et puis voilà, grosso modo, sur Istanbul. Je vous expliquerai un peu plus comment on s'est organisé en termes de partenaires à la fin de la présentation. Et en termes d'hôtels, on a essayé aussi de varier et de surtout bien quadriller les quartiers principaux. Mais voilà, je vous ai mis cette slide surtout pour vous montrer qu'on va être capable d'aller chercher différents types de price points. Donc de l'ultra luxe, par exemple le Four Seasons de Sultanahmet, où on va être sur des chambres à 400, 500, 600 euros, jusqu'à des 3 étoiles de très bonne qualité, comme toujours, où on va avoir des prix plus aux alentours de 50 ou 60 euros.
J'ai une question. En termes de population, comment cela se passe avec les touristes européens? Alors, dans quel sens? Dans le sens où est-ce qu'on se sent bien accueilli ou est-ce qu'il y a eu... De toute façon, la mixité, en fait, c'est l'essence même d'Istanbul. Donc, honnêtement, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Comme j'ai dit, c'est une ville qui est très cosmopolite et avec plein d'influences. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver la population turque, de toute façon, en elle-même, est vraiment variée. Ce que je trouve extraordinaire avec la Turquie, c'est que vraiment, dans une même famille, vous pouvez retrouver en fait des profils qui ont vraiment un aspect européen, un aspect plutôt oriental, arabe, et vous avez carrément des profils où vous avez les yeux légèrement bridés, donc avec les influences asiatiques. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Donc c'est vrai que la mixité et le fait de partager différentes cultures, c'est vraiment dans la culture turque de base. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça entre les locaux et les touristes. C'est des gens qui sont plutôt accueillants, qui aiment beaucoup partager leur culture. Ensuite, je vais passer à la Cappadoce. Donc la Cappadoce, comme je vous l'ai montré, on est vraiment dans la Turquie continentale. Donc c'est une région montagneuse qui est très reconnue donc pour ses randonnées, pour ses points d'intérêt touristiques et surtout naturels. Mais c'est une région qu'on peut vraiment en été, c'est très sympa de le faire, mais les paysages enneigés en hiver peuvent être aussi très agréables. C'est juste que finalement le climat est plus dur à assumer. Donc, si on part vraiment du cœur de la Cappadoce, on va parler de Göreme. Göreme, c'est en fait le nom du parc national qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vraiment central de la région. Goremé de base, c'est un musée en plein air qui est composé en fait d'églises et de monastères troglodytes, donc bâtis dans la roche, mais autour duquel s'est développée une ville. Si on peut appeler ça une ville, c'est plutôt une route, tout dans la longueur, où toute activité touristique s'est développée, donc des restaurants, des hôtels, donc une offre hôtelière très riche. Et ce qui a permis en fait à la région aussi de développer son activité touristique. On va conseiller pour un premier séjour en Cappadoce d'aller à Goremé parce que on peut faire beaucoup de choses à pied. C'est-à-dire que c'est tellement proche de tous les sites d'intérêt les principaux de la Cappadoce que même en payant un petit peu plus cher, on va forcément en fait avoir le retour sur l'investissement de pouvoir partir à pied, visiter le musée en plein air, de pouvoir partir à pied, visiter certaines églises troglodytes. C'est le spot le plus proche des départs de Montgolfière au-dessus de la vallée Rouge. Et c'est très proche aussi des vallées Pigeonnier ou de la vallée Rose. Petite explication, la vallée Rouge, c'est les photos les plus connues aussi, c'est celles d'où partent les montgolfières, où en fait il y a des reflets rouge-orangé, que ce soit au lever ou au coucher du soleil, et c'est une des montagnes qui surplombe vraiment la Cappadoce. La vallée des Pigeonniers, c'est pas parce que c'est énormément peuplé de pigeons, c'est uniquement parce que en fait c'est composé de roches avec beaucoup de petits carrés creusés, on va dire, dans la roche, qui étaient en fait voués à accueillir les pigeons messagers de l'époque, qui étaient très reconnus, donc ils avaient des emplacements dédiés. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la vallée des Pigeonniers. Et la vallée rose, c'est également un autre type de roche très pointue. C'est pas celle qu'on voit sur la photo. Celle qu'on voit sur la photo, on appelle ça la vallée de l'amour, avec cette forme si originale qui est naturelle de roche. Donc, voilà. Donc l'intérêt de Gorem, voilà, comme j'ai dit, c'est l'emplacement, la proximité avec tous les sites, et surtout qu'il y a une offre aussi hôtelière qui est très variée. Pour passer rapidement, sans rentrer dans le détail de ces hôtels-là, c'est plutôt le type d'hôtel qui est intéressant à détailler en fait sur la Cappadoce. Vous pouvez trouver des hôtels, même s'il y en a très peu, sous les appellations 4, 5 étoiles, donc où on se rapproche de l'hôtellerie traditionnelle. Mais ce qui est intéressant, je pense, en Cappadoce, c'est de séjourner dans les hôtels typiques de la région. Donc c'est-à-dire Cave Hotel, Stone House, où on a également en fait ce qu'on appelle les konaks, qui sont d'anciens manoirs, ou les pensions. Donc les cave hotels, comme le nom l'indique, c'est des hôtels qui sont creusés dans la roche, où on va avoir l'impression de séjourner en fait dans une chambre, dans une cave en fait qui a été réaménagée, rénovée. Je trouve que ça fait très atypique, très authentique, donc on se sent vraiment dépaysé. C'est un bon compromis en été parce que généralement ce genre de chambre et d'emplacement avec de la pierre très épaisse permet de garder la fraîcheur. Et bien sûr, dans le sens contraire, en hiver, de garder un peu la chaleur en mettant le chauffage. Il y a pas de, il y a beaucoup moins de fuite, si je puis dire. Les stone house, la différence, c'est qu'on ne creuse pas, c'est qu'on construit avec une pierre locale qui est de couleur un peu jaune. Et c'est généralement en fait des anciennes habitations
qui sont construits à base de cette pierre. Voilà, c'est juste la différence avec les cave hotels, c'est que on va retrouver quelque chose de très atypique aussi, mais on ne creuse pas. C'est construit à base avec cette pierre jaune. Et les manoirs, c'est juste des anciennes maisons de la noblesse de l'époque, sur plusieurs étages, qui se sont transformées en fait en petit hôtel, donc de quelques chambres, 10, 15 grand maximum. Donc c'est assez intimiste et on retrouve surtout l'architecture de l'époque avec beaucoup de bois, par exemple. Donc c'est assez sympa à faire aussi. Ensuite, si on va un tout petit peu plus au sud de Görem, on va trouver Uçhisar. Uçhisar qui avait été mon coup de cœur personnellement de la Cappadoce. On appelle ça le toit de la Cappadoce parce qu'effectivement, c'est la seule ville de Cappadoce qui est, je crois, basée à un peu plus de 1200, quasiment 1300 mètres d'altitude et qui surplombe vraiment l'ensemble de la région. Uçhisar, comme vous voyez sur la photo, c'est beaucoup de pigeonniers, comme je vous l'ai expliqué, de maisons troglodytes, et c'est surtout que c'est un peu plus reculé par rapport à Görémé. On reste très bien placé, notamment pour la vallée des Pigeonniers, qui est accessible au sud de cette ville-là. Et là, je le conseillerais pour des gens qui veulent vraiment des cave hotels ou des stone house plutôt haut de gamme. Donc, c'est vrai qu'on a une hôtellerie qui est de qualité, et surtout, c'est les gens qui veulent se sentir dans un cadre plus authentique et apprécier surtout des panoramas. Parce que sur la photo, vous voyez la citadelle, en fait, en haut de laquelle on peut monter. Et là, vous avez un panorama sur l'ensemble de la région. Donc, c'est très sympa et je mettrai mon petit coup de cœur sur Uçhisar. Ensuite, vous avez Ürgüp. Ürgüp, c'est la plus grosse ville de Cappadoce, donc il y a quasiment 20 000 habitants. Elle se situe en fait à l'est de Görémé. C'est très touristique, effectivement, mais la ville a réussi à garder en fait pas mal d'authenticité. Comme vous le voyez, en fait, on a des constructions très modernes sur la photo, et derrière, on a des villages, des constructions troglodytes. Donc c'est vrai que les deux donnent un mix qui est assez sympa. Et Ürgüp, on va le recommander surtout pour ceux qui veulent avoir une vie à côté des visites, donc c'est-à-dire des restaurants, des bars. Je crois même qu'il y a certaines boîtes de nuit à Ürgüp, donc voilà, une vie nocturne un peu plus active. Et l'intérêt, c'est que c'est proche de sites plus culturels que naturels. Donc la ville de Mustapha Pacha, qui est une ville grecque à visiter avec pas mal d'églises troglodytes, le monastère de Keslik, le site de Sobessos. Voilà, on est plus dans la thématique culturelle de ce côté-là de la Cappadoce. Et ensuite, la quatrième ville que je vais vous présenter, c'est Avanos. Avanos qui se situe au nord de la Cappadoce, sans être trop loin de Görémé. C'est assez authentique, c'est en bord de fleuve. Donc c'est une ville fluviale où c'est dans un cadre assez apaisant. Et en fait, c'est que Avanos a développé son attractivité touristique autour de l'artisanat local. Donc c'est la grosse différence avec les autres, c'est qu'on appelle la ville des potiers. Donc c'est en se baladant dans le centre-ville, on va rencontrer beaucoup de boutiques d'artisans locaux qui sont d'ailleurs très accueillants et prêts à vous faire découvrir comment faire de la poterie. Donc voilà, c'était plutôt orienté sur cette thématique-là et c'est pour ça que je voulais vous en parler. En termes d'activités, je mets la slide à la fin et pas à chaque ville parce qu'en fait, les activités, vu la proximité de chaque ville, seront disponibles au départ de n'importe quelle des villes mentionnées en fait précédemment. Donc l'intérêt de la Cappadoce, on aura bien sûr des montgolfières en essayant de maximiser sur la disponibilité. On va avoir en fait les circuits principaux, donc c'est les circuits qu'on appelle vert, bleu et rouge. Donc on va dire que c'est les trois itinéraires vraiment types de la Cappadoce. Le rouge, c'est les attractions centrales, Görémé, Uçhisar, le musée en plein air, la Vallée Rouge. On va avoir le circuit bleu qui est plus sur la thématique culturelle, comme j'ai dit, où on va aller visiter Mustapha Pacha, on va aller visiter le monastère de Keslik, Sobessos. Et on a le circuit vert qui est plus sur une thématique aussi de nature. On va aller dans la vallée d'Iara, notamment dans des canyons. Et surtout dans les villes souterraines. On aura aussi certaines activités concentrées uniquement sur des villes souterraines si les gens ne veulent pas faire de randonnée à côté. On va avoir le lac Salé qui est à 1 heure de la Cappadoce, qui est un lac en fait qui fournit la Turquie en sel, une bonne partie de la production turque, et en fait qui a des reflets selon la période de l'année, qui peut avoir des reflets roses, orangés également, donc très beau à voir. On peut y voir des flamants roses parfois. Nous, quand on y est passé, malheureusement, il faisait assez chaud et du coup, il y avait plus beaucoup d'eau, mais au moins on pouvait marcher sur une étendue désertique, donc c'était assez impressionnant. Et on va essayer aussi de varier dans le sens où on va avoir des cours de cuisine traditionnels chez l'habitant, forcément des balades en quad, des balades à cheval, et on va essayer de mettre en avant aussi le patrimoine sur place, donc avec des visites privées de vignobles, dégustation de vin à la demi-journée. Voilà. Et bien sûr, on aura une visite privée
en liberté, donc c'est-à-dire qu'avec un guide et les transferts, où les clients pourront dessiner tout simplement leur itinéraire pour avoir un peu plus de liberté. Donc, pour la côte égéenne, donc on se situe sur la côte ouest de la Turquie, je vais vous présenter 4 villes principalement, donc Izmir, Kuşadası, Bodrum et Fethi, pour vous montrer un peu la diversité que cette partie-là de la Turquie peut offrir. Donc, là, on part sur du balnéaire. Donc, Izmir, pour vous le présenter, le nom peut parler à certains. On a souvent l'impression que c'est une petite station balnéaire assez authentique, mais Izmir, faut pas oublier que c'est la troisième plus grosse ville du pays. Il y a 5 millions d'habitants. Donc là, on se parle d'une station balnéaire vraiment énorme, bien que moins fréquentée qu'Antalya, par exemple. Izmir, on la décrit souvent comme la plus occidentale des villes turques, pour la simple et bonne raison que on se sent beaucoup moins, par exemple, dans un pays musulman au niveau des pratiques. L'alcool est très répandu. Il y a un quartier européen qui prend une bonne partie de la ville où on a l'impression d'être en Europe, tout simplement. Mais voilà, l'intérêt d'une grande ville, c'est que forcément, il y a une grande diversité de choses à faire. Donc, au-delà du balnéaire, des plages, c'est vrai qu'il y a une partie culturelle à Izmir qui va être intéressante. Donc, Izmir, typiquement, bon, on va retrouver une belle promenade à faire en bord de mer. Ce que vous voyez sur la photo, c'est l'emblème de la ville. C'est l'horloge d'Izmir, qui avait été construit en fait par un architecte français à la demande d'un sultan ottoman de l'époque. Je ne pourrais pas m'aventurer dans plus de détails, mais c'est l'horloge la plus connue du pays parce que pendant 6 ans, en fait, elle était sur certains billets euh, turcs. Et donc, elle peut se visiter sur la place Konak. Donc, c'est une grande place qui est assez centrale à la ville, d'ailleurs, qu'on peut rejoindre facilement via la promenade en bord de mer. Et qui est au même titre que la place Djem El Fna à Marrakech peut être très vivante et assez atypique. Voilà, cette place-là aussi a cette atmosphère-là. On va retrouver aussi au même titre qu'à Lisbonne, pour ceux qui connaissent, un ascenseur qui va vous amener sur les hauteurs de la ville avec un très beau point de vue. Donc c'est assez simple à faire et assez sympa pour se rendre compte de l'étendue d'Izmir. Izmir, comme toute grande ville turque, a un bazar, donc une vieille ville aussi où on peut se perdre et voilà, aller négocier des produits locaux dans la ville. Et bien sûr, Izmir, c'est les plages aux alentours et on est assez proche quand même de plusieurs sites archéologiques de renom comme Éphèse, qui est le site le plus connu parce que c'était celui qui accueillait le temple d'Artémis à l'époque, donc une des 7 merveilles du monde antique qui a été détruite depuis, mais qui est très bien conservé en termes d'amphithéâtre, de colonnes, et c'est l'étendue du site qui aussi fait sa spécificité. C'est un très très grand site archéologique. Et on va être assez proche aussi de Pamukkale, Pamukkale qui veut dire littéralement château de coton. Donc c'est des formations calcaires naturelles qui ont formé des bassins. Donc vous avez peut-être déjà dû voir aussi sur Instagram, et voilà, qui fait partie des sites les plus connus, où ils sont en train de développer aussi de la montgolfière au-dessus, donc ce qui va, je pense, renforcer l'attractivité du site. Et Hierapolis, donc Hierapolis, qui est une ancienne cité aussi romaine, qui est collée en fait à Pamukkale. Généralement, on fait les deux dans la journée. Voilà. Donc d'Izmir, on est à peu près à 250 km de ces sites-là, donc c'est vrai que sur une journée, ça se fait très facile. En termes d'activité, donc on va différencier le nautique du culturel. Donc selon les villes, vous allez voir que la répartition est un peu différente. Dans quasiment toutes les villes balnéaires, on va avoir forcément une croisière dans la baie, qui est toujours sympa à faire avec un déjeuner. Pour tout ce qui est culturel à Izmir, on va avoir, au même titre qu'Istanbul, une visite gastronomique, l'excursion à Pamukkale et à Hierapolis dont je vous parlais. D'ailleurs, Pamukkale, au même titre que balade en fait, ceux qui se fient trop à Instagram peuvent être déçus. Parce que selon la partie de l'année à Pamukkale, et c'est important de le spécifier aux clients, il peut y avoir plus ou moins d'eau dans les bassins. Donc c'est vrai que ce rendu de couleur blanc-bleu peut vite être, on va dire, atténué selon la période de l'année. Donc c'est vrai que ça, faut pas trop le survendre non plus. C'est un site qui est incroyable à voir, mais on peut parfois avoir quelques points de déception. Excursion à Fès, comme je vous l'ai dit, et excursion à Millet, Didima et Prienne, donc qui sont des sites archéologiques aussi au sud d'Izmir. Et en termes d'hôtel, là, c'est juste pour vous montrer surtout que les price points sur cette partie-là de la Turquie sont vraiment beaucoup plus bas qu'à Istanbul, par exemple. Donc, tu vois, on va être sur du 5 étoiles où on va sur du Marriott en plus assez haut de gamme, on va réussir à chercher des prix à 150, 200 euros la nuit. Donc voilà, Izmir, comme toute grande ville, on a des chaînes internationales. Mais si vous voulez des choses plus intimistes dans les quartiers du bazar, vous pouvez trouver très bien des boutiques hôtels. Je vous en ai mis un par exemple. On en aura plusieurs en sélection.
Couchade à Seux. Donc Couchade à Seux, on est à 1 heure au sud d'Izmir. Je voulais vous le présenter aussi parce que c'est une cité balnéaire assez particulière. Donc c'est tout petit. Honnêtement, on a moins de 100 000 habitants. Euh, la ville en elle-même n'a pas un intérêt incroyable, si je peux me permettre. C'est une ville balnéaire, certes, c'est une ville très touristique parce que c'est un point d'arrêt de croisière, donc on a généralement des gros bateaux qui descendent ou avec beaucoup de touristes qui descendent pour 1 nuit ou 2 nuits et qui remontent ensuite ou qui viennent même à la journée. Mais c'est que la côte est vraiment très jolie. Et c'est surtout qu'en fait, c'est le point vraiment le plus proche en termes d'emplacement des sites que j'ai mentionnés. C'est-à-dire qu'on va être vraiment à 35 minutes d'Éphèse. On va être à 180 km de Pamukkale, donc on est vraiment sur des proximités très très fortes. Et même pour tout ce qui est Milet, Didima et Priene, c'est dans un rayon de 25 km autour de Couchadasse. Donc voilà, c'est surtout pour cet emplacement que cette station-là est connue. C'est parce que ça permet de faire du balnéaire plutôt qualitatif, mais c'est surtout de se déplacer très facilement sur ces sites. Voilà. Donc à Couchadasse, nous aurons de la plongée, à la différence d'Izmir, une balade en bateau sur la côte, bien entendu. Il y a un grand parc national qui borde aussi la ville, où on peut visiter en 4x4, donc avec une faune et une flore assez variées, du quad, du cheval, et bien sûr les excursions à Éphèse et Pamukkale. Et là, je voulais vous montrer aussi qu'on est sur des price points, une fois de plus, attractifs. Luxe, Charisma de luxe hôtel du 5 étoiles, donc à moins de 100 euros la chambre, c'est quand même assez peu fréquent. Mais voilà, on va pouvoir avoir des price points vraiment attractifs sur ces villes-là. Ensuite, on part un peu plus au sud, donc à Bodrum. Bodrum qui est connu en fait comme étant la Saint-Tropez turque pour sa vie nocturne d'un côté et pour en fait son emplacement entre deux baies de l'autre. Bodrum, si on le décrit, c'est un ancien port de pêcheurs en fait qui est devenu une station balnéaire très tendance pour sa vie nocturne. Il y a des boîtes de nuit qui sont parmi les plus connues en fait de Turquie. C'est une ville très dynamique et malgré tout, a gardé un charme assez authentique. C'est des petites maisons blanches, on se croirait presque en Grèce, des petites maisons carrées et blanches. Et c'est vrai que le centre de Bodrum, si on s'y balade à pied, on va quand même trouver des petites boutiques. Et donc, on va se sentir quand même vraiment dépaysé, malgré toutes ces attractions touristiques. Une petite anecdote, c'est que Bodrum accueillait aussi une des 7 merveilles du monde antique, donc le mausolée d'Halicarnasse, donc qui est l'ancien nom de la ville de Bodrum, où il reste une petite partie de la fondation, mais une fois de plus, c'était une des merveilles du monde qui a été détruite malheureusement. Mais il reste voilà un site à visiter là où était situé le mausolée. Et bien sûr, comme toute station balnéaire, voilà, c'est des eaux cristallines, des croisières en bateau possibles, une cuisine méditerranéenne. Donc c'est pour ça aussi qu'on va avoir différents types de croisières à Bodrum, de la plongée comme à Couchadasse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à partir dans des paysages un peu plus montagneux. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir faire des balades en 4x4 sur les hauteurs de la ville pour apprécier le panorama. Et on va retrouver, bien sûr, je vais pas me réétaler là-dessus, mais des balades à cheval, du quad, Éphèse, Pamukkale. Voilà. Donc, ce que je disais, ce qui est intéressant avec la Turquie, c'est que même si on est sur des stations qui sont quand même très fréquentées, très touristiques, on garde une force culturelle qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc, c'est-à-dire que dans n'importe quelle station balnéaire de la Turquie, vous allez pouvoir trouver des sites archéologiques à distance raisonnable, donc visitables à la journée. Ensuite, je vais finir par Féti. Je voulais présenter Féti parce que c'est un petit peu moins connu que celle que j'ai mentionnée précédemment. Du coup, on va être un peu moins dans le côté tourisme de masse, mais alors que c'est des paysages juste magnifiques. Là, on arrive vraiment dans le paysage. C'est une petite ville portuaire au milieu des montagnes, avec des montagnes qui arrivent à flanc de mer, vraiment. Donc, ça offre des contrastes de relief et de couleurs qui sont vraiment magnifiques. C'est une position aussi qui est juste face aux îles grecques, donc c'est vrai qu'on peut aller facilement à Kos, par exemple à la journée, des choses comme ça, en bateau. Et là, on est vraiment dans la thématique, et c'est pour ça que c'était un peu différent des précédentes, on est dans la thématique vraiment activité en plein air. Donc c'est-à-dire que là, ça va être un vrai petit paradis pour des randonneurs. C'est un spot de parapente, pour le coup, qui est très connu, où on part du mont... j'ai oublié le nom juste à côté, mais un peu plus de 2000 mètres, et en fait, on survole toute la baie. Et Féti est assez connu pour la proximité avec Oludeniz. Oludeniz, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est une grande plage en forme de croissant qui avait été élue plus belle plage au monde en 2006 et qui est régulièrement citée dans des classements en fait de plages très attractives.
Donc, je vais vous montrer sur la slide suivante. Mais voilà, donc là, on est un peu plus dépaysé, une atmosphère un peu plus authentique, et c'est surtout qu'on a beaucoup d'activités en plein air à faire. Donc voilà, on va voir, bien sûr, découverte des îles de la baie en bateau. Voilà, la croisière sur la baie d'Olininis, c'est cette plage-là, avec les montagnes en arrière-plan, qui avait été élue, voilà, plus belle plage au monde, et je suis un temps. Vous allez avoir de la plongée. On va proposer au même titre que la montgolfière du parapente, parce que je pense que ça peut être une expérience vraiment inoubliable. Et comme je l'ai dit, on va retrouver des sites archéologiques, Tlos, les gorges de Saclay-Kent, pour faire de la randonnée également. Et l'intérêt d'une petite ville portuaire, c'est qu'on peut visiter un marché assez atypique. Et on a Kayakoy, qui est un village grec abandonné. Donc c'est un peu une ville fantôme à flanc de montagne où la nature a commencé à reprendre ses droits. Donc c'est vrai que ça donne une atmosphère un peu hors du temps. Fétier, autant pour moi. Autant pour moi sur la présentation, sur la prononciation, pardon. Ensuite, la côte méditerranéenne. Donc là, je vais vous présenter 3 stations balnéaires. Antalya, je suis obligé, la plus connue, mais je vais présenter aussi Sidé et Alanya, qui sont 2 autres stations balnéaires. Donc, Antalya. Antalya, comme je l'ai dit, on est sur la station la plus fréquentée de Turquie, avec le plus gros capacitaire hôtelier. On a des milliers d'hôtels qui répondent à tous les budgets, mais avec une grande composante quand même thématique all-inclusive et famille, avec des grandes structures, avec beaucoup d'infrastructures hôtelières à l'intérieur, et voilà. Et notamment le rayonnement de la Turquie en termes, on dit souvent que les Turcs sont le roi du all-inclusive via la marque Rixos, qui a développé son concept d'ultra all-inclusive où vraiment on paye des prestations avec un prix global et en fait on ne lâche plus 1 euro quasiment dans la structure. Donc ça, c'est pour ça que c'est connu. Il y a pas mal de Rixos à Antalya notamment. Et cette partie-là, pardon, de la côte, je l'ai pas mentionné, on commence à arriver ce qu'on appelle la Riviera turque, donc on est en bord de Méditerranée, effectivement. Et donc Antalya est la capitale de la Riviera turque. Donc, j'ai dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vacances pour tous les budgets. On va pas être non plus dans une station balnéaire où on va être uniquement sur des grands bâtiments en bord de mer. Il y a un centre historique qui est très sympa à visiter avec le vieux port, la vieille ville d'Antalya. Donc, ça garde quand même une atmosphère pour ceux qui veulent s'y plonger avec une histoire intéressante. Et on a surtout beaucoup de belles plages. Voilà, globalement, par rapport à Antalya. Selon le choix de l'hôtel, faites attention parce que parfois, il peut y avoir pas de plage ou peu de plages de sable et juste un ponton pour accéder à la mer, comme c'est le cas sur certaines stations balnéaires en mer Rouge en Égypte. Donc voilà, pensez bien à regarder ça pour éviter les mauvaises surprises. Et Antalya, donc, au même titre que ses consoeurs, si je puis dire, on a des activités donc nautiques. C'est la seule où on va proposer du sous-marin. Donc, ça avait fait beaucoup parler parce que c'était une des premières stations balnéaires au monde à proposer en fait des balades en sous-marin, donc un petit sous-marin touristique pour descendre dans la baie d'Antalya. On va proposer du rafting. Le canyon de Koprulu est situé à 1 heure et demie à peu près de route, si je dis pas de bêtises. Donc, on peut descendre en rafting. Dans ce fameux canyon, dans la continuité, on va trouver aussi le canyon vert. Donc, c'est le lac vert même, si je dois être vraiment précis. C'est une eau verte, non pas parce qu'elle est sale, mais parce que la couleur des fonds marins fait que l'eau a cette couleur-là. On a une balade en bateau en fait entre les montagnes où on débouche sur ce fameux lac vert. Sinon, bien sûr, voilà, on a Sagalassos, par exemple, Aspendos, Perges, qui sont voilà des sites archéologiques. Aspendos, je crois que si je dis pas de bêtises aussi, c'est le plus grand amphithéâtre, en fait, encore bien conservé du pays. Donc, c'est ce que vous voyez sur la photo, avec les montagnes en arrière-plan, les vignes devant. Donc, c'est vrai que ça donne des contrastes qui sont assez sympas. Et donc, voilà, comme je vous disais, on a Rixos Downton, qui est très connu. Et en fait, le Rixos, par exemple, l'intérêt de ces Rixos-là quand on y va en famille, c'est que ça donne accès aussi à tout un tas de parcs d'attractions qui sont gérés par Rixos. Donc le Land of Legends, par exemple, des choses comme ça, qui sont des parcs d'attractions très connus dans les alentours d'Antalya. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous en avez pour tous les budgets à Antalya. Vous pouvez y trouver du 4 étoiles pas cher, du 3 étoiles, des boutiques pour du Alluns Only, etc. Ensuite, on va aller à 1 heure et demie de route, donc à l'est, pour Sidé. Je voulais présenter Sidé parce que je trouvais le concept de la ville assez fascinant. Sidé, c'était une ville très très importante sous l'ère romaine. C'était un vrai centre commercial, culturel, scientifique. Voilà, c'était utilisé comme un port principal par les Romains. Donc c'est vrai que je crois que c'est une des villes qui possède le plus de sites archéologiques au sein même de la ville. Donc sans avoir besoin de sortir géographiquement de la ville, il y a énormément de choses.
des amphithéâtres, des anciennes églises dans la ville. Sauf qu'à côté de ça, et c'est le paradoxe, c'est que la ville a développé son activité balnéaire et touristique. Et donc, en fait, ça donne un contraste assez étrange, si je puis dire, d'avoir tous ces sites archéologiques avec des constructions de tous les types tout autour. Mais voilà, Sidé, ça reste assez particulier par rapport à ça. Ça reste malgré tout un beau spot balnéaire avec de très belles plages. Et c'est surtout, en fait, là, on se rapproche vraiment de tout ce qui est le canyon de Koprulu que j'ai mentionné, où en fait, on part à l'est. Là, on est vraiment au-dessus de Sidé. Euh, on reste proche d'Antalya si on veut aller le visiter à la journée et de bouger en fait des deux côtés de la côte. Donc ça, c'est assez intéressant. Au niveau de Sidé, on va avoir, comme j'ai dit, une croisière, du rafting, les mêmes excursions quasiment qu'à Antalya, à la seule différence que on va avoir une excursion dans des grottes sous-marines, donc accessible uniquement en bateau, ou ensuite on débarque sur une berge intérieure à la grotte. Donc ça, c'est un peu la petite différence, si je puis dire. Mais voilà, on va rester dans les mêmes thématiques d'activité. Et ensuite, si on va encore plus à l'est, on va arriver sur Alanya. Alanya, je trouvais l'histoire intéressante. On dit souvent qu'on est sur les traces de Cléopâtre, pour la simple et bonne raison qu'il y a une plage très connue en Turquie, dans une baie qui est magnifique, qui s'appelle la Cléopatra Beach, donc du nom de Cléopâtre. Car selon la légende, elle se serait baignée dans cette baie, elle en serait tombée amoureuse, et donc l'empereur de l'époque lui aurait fait cadeau de la ville. Voilà, donc c'est pour la petite touche historique sur Alanya. Donc là, une fois de plus, on est sur on va dire que c'est un peu l'équivalent de Bodrum sur la côte méditerranéenne parce qu'on a un mélange de culture, mais surtout une vie balnéaire qui est très animée. Alanya est un spot très connu pour ses boîtes en plein air, notamment, pour faire la fête. Mais on reste malgré tout dans le même type de relief, donc entre les montagnes du Taurus et la Méditerranée. Le vrai spot de Alanya, pardon, pour moi, c'est vraiment de monter jusqu'au château. En fait, on aura une activité que je vais vous présenter, mais on monte en fin de journée jusqu'au château pour apprécier le coucher du soleil, donc avec un beau panorama sur la ville, et puis on peut dîner depuis ce spot-là, donc c'est assez sympa à faire. Et la vraie différence, c'est en termes d'activité, c'est qu'on a une cascade assez proche qu'on peut aussi visiter depuis Sidé. Je l'ai pas mentionné, une petite cascade. C'est pas les chutes du Niagara, mais ça reste sympa à visiter en bateau à la demi-journée. On aura de la plongée, on aura du parapente également comme à Fêtier. Et on aura, grosso modo, les mêmes excursions culturelles que Antalya ou à Sidé. Voilà. Si on passe sur la Turquie chez Worldia. Donc, pour vous donner quelques chiffres, la Turquie chez Worldia, ça va être quasiment 500 logements. Donc 467 pour l'instant, pour être extrêmement précis, répartis sur les différents points touristiques. Effectivement, selon la taille de la ville, on y a mis plus ou moins d'hôtels. Sélectionné comme toujours selon des critères aussi quantitatifs de réputation, de commentaires clients en ligne, de notes. Donc normalement, il y aura pas de problème de qualité, sauf surprise d'un hôtel qui se dégraderait dans les mois à venir, mais normalement, on devrait se protéger de tout ça. On aura des logements assez variés pour pouvoir à la fois profiter de l'hôtellerie internationale, mais profiter de l'hôtellerie locale et authentique, comme je l'ai mentionné par exemple en Cappadoce avec les Cave Hotels ou les Stonehouse. On aura un beau panel d'activités. On en aura 135 pour l'instant au total. À terme, et pour l'instant, ce qui manque, pour être transparent avec vous, on est en train d'essayer de mettre des mises à disposition de guides et de chauffeurs, parce que pour l'instant, on n'a pas. On a beaucoup de visites privées, mais on n'a pas cette mise à disposition où le client dessine son propre itinéraire. Mais ça va venir dans les semaines dans les semaines qui arrivent. Un choix réfléchi pour un partenaire fiable. Donc, on va travailler avec un réceptif principalement. Sur du privatif, comme ça on se protège de tout ce qui est activité collective, on va dire de masse pour l'instant, et on va pouvoir commencer une collaboration sur cette partie privative avec le réceptif. C'est un réceptif avec lequel on va essayer d'aller aussi chercher du contracting potentiellement en direct, donc peut-être avoir quelques contrats balnéaires pour l'été avec des tarifs vraiment très attractifs, donc ça peut être intéressant. C'est encore en cours, je pense pas que ce sera prêt avant, on va dire fin Q1, mais voilà, c'est dans l'idée. On aura 12 itinéraires que je vais vous présenter rapidement juste après. Et voilà, pour Worldia, vous savez que vous pouvez toujours trouver des personnes à votre écoute, des conseillers de vente qui sont formés également sur la Turquie désormais et qui vont pouvoir accompagner en fait dans les demandes de vos clients. En termes de template, donc on en aura 12. Si je passe très brièvement dessus parce qu'il est déjà midi, voilà, forcément on va avoir du city break à Istanbul, donc généralement sur 5 jours. On va avoir des combinés entre Istanbul et la Cappadoce. On va avoir un template 100% Cappadoce, donc sur 5 jours également. Ce que j'ai pas trouvé forcément chez pas mal de
Site à la carte, honnêtement, on ne vend pas le balnéaire. Enfin, j'ai l'impression que personne ne pousse trop le balnéaire, alors que c'est quand même une des forces de la destination. Donc nous, on va essayer quand même de se positionner de manière assez présente sur ce segment-là. Donc une escapade balnéaire en famille, donc on sera plutôt sur un template à Antalya dans un hôtel all inclusive avec une thématique famille, beaucoup d'activités. Culture et perles naturelles, on va avoir en fait un combiné Istanbul-Cappadoce et balnéaire sur la côte égéenne. On va essayer aussi, dans certains templates, de donner une autre vision de la Turquie. Donc, la Turquie, autrement, c'est l'itinéraire que moi, j'ai pu faire en octobre, par exemple, où on va visiter, en fait, Ankara très rapidement, mais on va partir surtout sur la côte de la mer Noire, dans des petits villages très authentiques. Ce que vous voyez sur la photo, c'est un village qui s'appelle Safranbolu, où on a l'impression de revenir des centaines d'années en arrière, de vivre un peu au Moyen-Âge. C'est très authentique, les gens sont très accueillants. Il y a des randonnées à faire autour. C'est un gros site de production de loukoum, de safran. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment dans la culture locale et dans les produits locaux. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Combiné à la Cappadoce. On aura un autotour sur les secrets des Géturgs, donc c'est-à-dire où on va combiner les différentes stations balnéaires et visites culturelles des alentours que je vous ai mentionné tout à l'heure. On va avoir des combinés de pays, de destinations, donc un combiné très culturel Istanbul-Athènes, car les connexions aériennes sont très bien. Et un combiné Turquie-Jordanie, donc ce sera plutôt Istanbul-Jordanie, parce qu'effectivement, les vols avec Turkish Airlines il y a beaucoup de connexions, assez accessibles en termes de prix. Comme je vous l'ai vendu, on aura une thématique sensation forte. Donc, on va combiner Cappadoce, Antalya et une partie de la côte égéenne pour faire montgolfière, parapente, quad, rafting, qui peut être intéressant pour les aventuriers. Dolce Vita turc, c'est 7 jours balnéaires sur la côte égéenne. Et l'autotour Grand Tour de la Turquie, c'est là où on va combiner sur 3 semaines l'ensemble des sites qu'on a mentionnés. Voilà. Et donc, dans ce qu'on recommanderait vraiment dans le cas d'un premier voyage en Turquie, ça peut être visiter Istanbul, comme j'ai dit, parce qu'Istanbul, ça reste un must à voir. Donc, un premier séjour à Istanbul. Un premier séjour à Istanbul combiné avec la Cappadoce, parce que les vols se font très bien également. Le culture et perles naturelles, où on fait du Istanbul, du Cappadoce et Kuşadası, parce que Kuşadası, on est vraiment sur le balnéaire, mais très culturel. Comme j'ai dit, on peut facilement aller voir Éphèse, Pamukkale, Hierapolis. Donc c'est vrai que c'est intéressant et ça restera dans la thématique. Et l'autotour, le grand tour de la Turquie, voilà, je voulais mentionner, où on part de la mer Noire et on descend en Cappadoce. Égirdir, c'est une petite étape un peu particulière. C'est une ville qui est enclavée sur un lac, mais voilà, qui est à mi-chemin entre la Cappadoce et Pamukkale. Donc c'est vrai que ça fait un stop sympa à faire. Et avant de partir sur le balnéaire et de finir par Istanbul. Voilà. En termes de formalités, il n'y a plus de restrictions Covid depuis le 1er juin 2022. On peut rentrer en Turquie avec un passeport dont la durée de validité en fait dépasse au moins 150 jours la date d'entrée. La carte nationale d'identité est possible sous des conditions de validité similaires à celles du passeport. En termes de décalage horaire, on a plus 1 heure au printemps, été, automne, plus 2 heures en hiver. On met généralement environ 3h30 à faire un Paris-Istanbul. Donc, il y a 2 aéroports à Istanbul, au même titre que la ville est coupée entre 2 continents. IST est situé au nord de la rive européenne et SAW, qui est l'aéroport du sud d'Istanbul, j'ai oublié le nom, pardon, qui se situe sur la rive asiatique et qui est très utilisé notamment pour les connexions domestiques de cet aéroport. Mais sinon, voilà, on va retrouver des aéroports principalement dans pas mal de stations balnéaires et en Cappadoce. En termes de monnaie, on est plutôt favorable. La monnaie turque a été beaucoup dévaluée, donc la livre turque. Donc 1 euro égale environ 20 livres turcs. Donc ce qui permet en fait de pas forcément trop dépenser sur place. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à tous et toutes. Si vous avez des questions, l'ensemble des équipes Wordia est à votre disposition pour vous aider sur cette nouvelle destination. Et les produits sont déjà en plateforme, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on propose plus en détail. Merci beaucoup à tous et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.